Et on va enchaîner avec notre deuxième table ronde. Merci à tous les trois, consacrée aux opportunités de mesure pour les industriels. Bonjour Dali, bonjour, installe-toi. Bonjour Thibaut, installe-toi. Et Maxence qui était là. Bonjour Maxence, bonjour à tous les trois. Merci d'être sur ce plateau de la Paris Retail Week, donc pour cette deuxième table ronde avec un format audio, donc on s'entend difficilement, mais les gens qui nous sont dans la salle nous entendent évidemment avec leur smartphone et leurs oreillettes. On va parler donc d'opportunités de mesure pour le retail média, et on va commencer peut-être par un premier tour de présentation. Thibaut, cofondateur et COO de Numberly, est-ce qu'on peut présenter en quelques mots, en quelques dates, en quelques chiffres, ce grand groupe français du marketing digital? Grand groupe, faut pas exagérer. Donc Numberly, c'est l'ancien Mille Merci. On a 21 ans et on est 600 aujourd'hui, coté en bourse et passionné plus que jamais par le data marketing. Indépendant. Et indépendant, qu'est-ce qu'on peut donner comme autre chiffre sur l'activité du groupe? Eh ben, on peut dire 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, présent dans 53 pays l'année dernière et une passion pour le CRM et le média. Donc, le retail média est exactement au milieu. Et on va en parler dans un instant. À votre gauche, Dali qui n'a même pas le temps de boire de l'eau. Dali Benaya, bonjour. Fondateur et CEO de Datagram.io. Comment est-ce qu'on peut présenter cette société de retail intelligence, je crois? Yes, tout à fait. Donc je m'appelle Dali Benalea, donc je suis le fondateur et CEO de Datagram. Donc datagram.ai et non pas .io. Je me suis trompé sur l'extension, désolé. Artificial Intelligence. Donc nous chez Datagram, en fait, on a une plateforme d'e-commerce analytics qui va permettre aux marques, donc aux industriels, de piloter leur stratégie e-commerce. En fait, on a fait un constat chez Datagram, c'est que dans le e-commerce, il y a un énorme manque à gagner pour les marques. Quand on regarde tous les produits qui sont en rupture de stock, les assortiments qui sont pas respectés, les campagnes e-retail média ou promo qui ont des performances assez relatives. Et donc, nous, en fait, notre réponse par rapport à ça, ça a été de mettre en place une plateforme technologique qui va consolider ces millions de données granulaires, les données des marques, les données des distributeurs, pour les transformer en dashboards, en fait, qui vont être personnalisés par métier, et ensuite aussi proposer des plans d'action pour passer des insights aux actions et donc générer des euros, qui est un peu l'objectif principal. Et donc, pour vous donner quelques chiffres sur Datagram, les marques qui utilisent notre solution aujourd'hui réalisent entre 5 à 20% de ventes additionnelles. Et on est présent sur une trentaine de pays aujourd'hui dans le monde. On pour une société qui est relativement récente, qui a quoi, 3 ans? Alors oui, on a été créé en 2018, donc en juillet 2018, donc on est assez jeune. Donc 30 pays en 3 ans, c'est plutôt bien. 30 pays en 3 ans, c'est plutôt pas mal. Et puis on accompagne 150 marques aujourd'hui dans le e-commerce. Très bien. Et à votre gauche, Maxence Bataille. Bonjour Maxence. Bonjour Jérôme. Qui est commercial grand compte chez Retency. Présentez-nous un petit peu cette société spécialisée dans l'anonymisation. Exactement. Alors, Retency, on est une équipe principalement composée d'ingénieurs. On opère depuis maintenant presque 5 ans, se présente comme un expert dans tout ce qui va être le traitement de la donnée personnelle. Et donc aujourd'hui, on opère sur différents use cases, notamment sur tout ce qui va être le drive to store. Et plus récemment, on a apporté notre procédé d'anonymisation de la donnée en SaaS pour donner la capacité à qui le souhaite de pouvoir comparer différentes bases de données pour lesquelles ils n'ont pas forcément les bons opt-in ou alors sur lesquels ils sont avec des opt-in en zone grise. Donc c'est vraiment une alternative au consentement. Et aujourd'hui, on travaille et on accompagne des agences médias, des marques, des annonceurs pour pouvoir justement étendre la portée de leurs données. Et dans le sujet du retail média, par exemple, aujourd'hui, on accompagne par exemple Canal+, pour pouvoir les aider dans leur nouvelle offre Connect+, à pouvoir justement comparer l'ensemble de leurs bases, opt-in et non opt-in, avec d'autres bases de données CRM. Eh bien, la question du reach et de la couverture sur les campagnes, dont on reparlera plusieurs fois au cours de cette table ronde.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est la mesure du retail média, peut-être votre analyse de l'éclosion de ce secteur. Je posais la question tout à l'heure sur la première table ronde. Est-ce que c'est une révolution ou une simple évolution? Thibaut, vous, le retail média, c'est relativement nouveau au sein du groupe, parce que vous aviez commencé plutôt avec l'email marketing, mais comment vous voyez ce nouveau segment? On a commencé à 21 ans, mais c'est vrai que les premiers cas de collaboration marque-distributeur avec de la donnée, c'est entre Nestlé et Carrefour. On a eu un magnifique prix il y a 10 ans. Et pour moi, c'est une révolution parce que aucun d'entre nous ne serait ici si ça n'était pas une révolution. Donc, je crois que c'est important quand même de le rappeler et on verra après pourquoi c'est une révolution. Mais on peut développer dès maintenant. Pourquoi c'est une révolution? Je pense que c'est une révolution parce qu'il y a un accès à une donnée qui est du jamais vu. Donc ça change. La marque n'avait pas, c'était opaque avant pour les marques. N'avait rien. Donc finalement, les marques rentrent enfin vraiment dans ce que le digital permet de faire. C'est-à-dire que le digital était une promesse pour les marques. Et puis là, maintenant, ça y est. Elle nous pose des questions aujourd'hui qu'on a eues avec Amazon, qui était notre premier client il y a 21 ans. Donc, on mesure un peu le gap et le délai qu'il faut rattraper pour les marques. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, c'était les retailers qui avaient accès à ces données digitales et maintenant, c'est les marques, c'est ça? Le premier client de Numberly, il y a 21 ans, c'était Amazon, qui nous posait des questions qu'on nous pose les mêmes aujourd'hui, mais cette fois de la part de Nestlé, Procter, Unilever et les autres. Et donc, ça serait ça, la vraie rupture du retail média, c'est l'accès à une donnée auquel les marques n'avaient pas accès jusqu'à présent. Je pense que c'est une bombe et c'est pour ça que après 21 ans, je trouve qu'on vient de trouver, depuis 5-6 ans, on peut discuter sur la durée, mais un truc qui va nous emmener très longtemps. On a de quoi faire de belles tables rondes, Jérôme. Écoute, on va se revoir très souvent, tant mieux. Alors, en tout cas, il y a accès à des données publicitaires pour les marques. Il y a aussi accès à tout un tas d'autres types de données. Dali, on l'évoquait. On pourrait presque parler de retail media advertising et de retail media optimisation, avec tout un sujet aussi pour les marques d'être correctement présentes sur cette plateforme de vente. Tout à fait. En fait, on a un joli mix entre de la data shopper qui va être directement accessible aux marques qui vont pouvoir les activer. Et puis aussi, on est à quelques minutes de l'acte d'achat, il ne faut pas l'oublier. Et donc ça crée des super conditions pour les annonceurs pour activer leurs produits, leurs marques. Et je pense que c'est ce qui fait vraiment la vraie différence du retail média par rapport à d'autres types de publicité en ligne. Et on peut aussi comparer, je pense, dans l'autre sens, le retail média avec le trade marketing, dans la mesure où c'est une forme d'évolution. Alors c'est une évolution très drastique. Il y a très très peu de points en commun aujourd'hui entre le retail média et le trade marketing, surtout en termes de performance, parce que c'est le mot performance en fait qui est réellement le point de distinction entre les deux. Et Thibaut évoquait un peu l'idée d'une boîte noire. Les marques avaient accès à très peu de données jusqu'à présent. Là, on peut dire qu'elles ont accès enfin à un big data de tout ce qui se passe online, et c'est vraiment une nouveauté pour elles? Alors, c'est clairement une nouveauté, parce que les distributeurs classiques ont toujours été, ils n'ont jamais été très très ouverts à l'idée de partager leur data. Et donc aujourd'hui, la donnée, elle est utilisée pour de l'activation média. Donc ça crée un use case en fait win-win entre la marque et le distributeur. Il y a une forme d'animation commerciale des ventes en fait derrière. Donc forcément, ça crée une situation win-win où le distributeur finalement partage ses données. Et forcément, pour la marque, ça crée des opportunités d'activation, et deux aussi de la connaissance shopper, parce qu'on voit tout de suite quels sont les segments qui marchent le mieux, les keywords qui vont générer le plus de ventes, etc., etc. Donc ça renforce énormément la connaissance client côté marque. Et du coup, les marques doivent bien s'entourer, bien s'équiper pour gérer cet afflux de nouvelles données. Maxence, on disait tout à l'heure, Retency est né avec le Drive to Store il y a quelques années. Pivote aujourd'hui aussi sur ces métiers du retail média. C'est une révolution pour vous, ce qui est en train de se passer, notamment pour les marques? Alors pour nous, c'est une révolution. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce sujet de l'anonymisation, c'est quelque chose qu'on opérait en fait en managed services dans le cadre de toutes les mesures d'impact Drive to Store que l'on opérait pour le compte de nos clients. Et c'est une révolution, oui, dans le sens où aujourd'hui, en fait, on donne la capacité aux marques, aux annonceurs, aux plateformes qui le souhaitent de pouvoir elles-mêmes opérer en fait différentes analyses qui peuvent être des analyses qui vont les servir pour faire du média planning ou la mesure de performance. Aujourd'hui, les annonceurs, par exemple, ou les médias disposent de plein de données. Et en fait, on arrive à faire parler cette donnée tout en la protégeant vis-à-vis du tiers avec lequel cette donnée est partagée.
Grâce à l'anonymisation. Exactement. Là, grâce au procédé d'anonymisation qu'a développé Retency il y a maintenant 5 ans, et effectivement que voilà, qui est utilisé et reconnu, je crois, aujourd'hui sur le marché pour justement aider à pouvoir étendre la portée des données des retailers, annonceurs ou autres. Très bien. Alors, on va revenir donc dans le cœur du sujet qui est la mesure du retail media. Mais avant ça, peut-être parler du modèle économique, du business model du retail media. Thibaut, concrètement, on vend quoi à qui en retail media? C'est de la pub, donc on vend des audiences, on vend des clics. Ouais, alors, d'abord, il y a beaucoup de business models différents et je crois que cette effervescence, elle est importante aussi. Hein, comme au début qu'on a connu du digital ou du data marketing, je pense qu'il y a foison de modèles, à la fois sur la partie média, mais aussi sur la partie insight et études. C'est très important quand même de pas oublier ici. Alors c'est vrai que moi je vois beaucoup de modèles en fonction du volume d'audience qui va être contacté, puis évidemment des dépenses médias qui vont être occasionnées sur ces audiences-là. Mais donc c'est des modèles qui ressemblent au display, on achète des bannières par paquet de 1000. Je trouve l'immense différence, c'est que c'est un modèle à la performance, dans le sens où l'obsession de tout le monde, et on va en reparler, c'est de mesurer la performance, et maintenant c'est possible. Donc il n'y a plus moyen de dire « Ah ben non, mais désolé, on adore la performance, mais là vraiment on peut pas la mesurer ». Alors on veut de la performance, mais le pricing, ça reste le CPM ou le CPC? Le pricing reste essentiellement du CPM, je pense. Ce qui peut paraître paradoxal, parce que quand on parlait d'Amazon il y a 20 ans, leur grand modèle c'était l'affiliation, du CPA. Ah oui. Et finalement, même eux, en tant que vendeurs d'espace, sont passés sur le CPC. Oui, mais enfin, Jérôme, les business models, tout dépend du niveau auquel ils se stabilisent. Donc finalement, ça converge vers la même chose. Moi, je pense que c'est pas ça le plus important. Voilà. Mais il faut challenger son business model et surtout le niveau auquel ça se stabilise pour que on ait du ROI. Le sujet, c'est comment faire pour que nos clients à tous, les marques, elles aient du ROI. C'est ça le point. Après, on en parle dans une seconde. Ali, sur la question du business model, c'est ça en fait, c'est de vendre principalement des inventaires avec un pricing au CPC, au CPM. Alors oui, je vais pas apporter plus d'éléments de réponse que Thibaut. Moi, peut-être le point que j'aimerais partager ici avec vous, c'est le business model en fait côté distributeur qui je trouve est assez innovant parce qu'il est triplement gagnant. En fait, il y a un triple win. Il y a une forme déjà de monétisation de leur audience qui est juste extraordinaire. Donc ça, c'est un énorme canal de revenus supplémentaire pour les distributeurs. En même temps, il y a une valorisation aussi de la donnée shopper, puisque là, on va enfin pouvoir valoriser tous les parcours shopper, les préférences d'achat, etc., etc. Donc avec les études, on en parlait aussi. Et enfin, il y a une animation commerciale des ventes en fait qui va créer encore plus d'incréments pour les distributeurs. Et ce qui fait aussi que aujourd'hui, quasiment tous les distributeurs se sont rués vers ces nouvelles plateformes de retail media parce que c'est un pari gagnant et un joli canal de revenus supplémentaires qui peut s'élever entre 1 à 2% du chiffre d'affaires du distributeur. On comprend effectivement l'intérêt pour les plateformes e-commerce de proposer ces nouveaux produits et services. Après, pour les marques, donc du coup, ça consiste à acheter ces opérations spéciales, ces inventaires sur des modèles finalement assez traditionnels. Oui, alors sur le pricing, moi j'ai vu du CPM, j'ai vu du CPC. Il y a aussi une monétisation de la data qui est onboardée. Il y a une monétisation aussi sur des formes d'études shopper un peu plus avancées. C'est en gros ce qu'on a vu à date sur les différentes plateformes de retail média côté pricing. Maxence, quand on parle de monétisation de la data, parfois on se heurte à des contraintes juridiques. On ne peut pas forcément proposer ces datas à la monétisation. Et c'est là que vous intervenez, vous les anonymisez pour qu'on puisse finalement exploiter l'intégralité d'une base client? Exactement. En fait, nous, on ne fait pas d'activation chez Retency, donc on va vraiment être positionné sur la partie mesure. Donc je vais vous parler plutôt de cette partie-là que je maîtrise plus. Et effectivement, on va pouvoir aider en fait les annonceurs qui disposent de lignes de données à pouvoir travailler sur la totalité de leur base, opt-in et non opt-in. Et donc là, on va être sur des pricing qui vont être sous forme d'études, sous forme de coût à la data. Et juste pour rebondir sur ce qui a été dit, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir rendre les acteurs autonomes sur le fait de pouvoir comparer leurs bases de données avec des bases tiers permet de tirer des nouvelles lignes de revenus. Et donc effectivement,
Aujourd'hui, c'est des sujets qui sont très regardés voilà, auprès des clients qu'on accompagne parce que il y a du coup des nouvelles équipes qui se forment, des nouveaux projets, des nouveaux produits issus notamment des KPIs, on en parlera, qui peuvent être le media planning et la mesure de performance. Alors Thibaut disait le cœur du sujet, évidemment, c'est de vendre. Mais il y a vente et vente, et puis il y a surtout les ventes incrémentales. C'est un sujet compliqué, ça, finalement de mesurer l'apport réel du retail média aux ventes. La façon de mesurer peut créer des biais. C'est un sujet de bon sens parce que tout le monde comprend bien que on peut pas mesurer l'impact d'une publicité en regardant le dernier clic. On le sent tous et c'était le modèle dominant pendant plusieurs années. Oui, et a fortiori, c'est vrai, je dirais, dans le domaine du retail média, parce que on a dans beaucoup de domaines, ça dépend des distributeurs dont on parle, des clients réguliers. Qui dit clients réguliers dit personnes qui viennent un peu chaque semaine ou chaque mois pour acheter souvent les mêmes produits. Donc, quand on va mettre du média au milieu, le but, c'est de déformer le comportement naturel des gens. Et rien d'autre ne compte. Et les marques comprennent ça parfaitement. Tout le problème, c'est d'arriver à le mesurer proprement, je crois, avec des tiers, pour éviter d'être jugé parti. Ce qui est malheureusement parfois le cas. Ce qui est trop souvent le cas, et je pense que les marques demandent très fortement cette capacité. Et c'est là que... tu parlais tout à l'heure de coalition. Les acteurs du retail média ont d'énormes intérêts communs face au reste, au fond, de la pub digitale qui, lui, n'accepte pas les tiers de confiance. D'accord. En tout cas, première bonne pratique, c'est d'avoir un tiers de confiance qui est capable de mesurer ces ventes incrémentales. On pourrait dire incrémentalité par tous les moyens, ce qui semble simple et qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et puis, tiers de confiance, qui est une façon de garantir qu'on n'est pas dans une situation de juge et parti. Ali, un mot là-dessus. Datagram, c'est aussi un tiers de confiance. C'est le positionnement qu'on prend en effet entre les différents acteurs de l'écosystème, entre les régies, les adtech, les annonceurs, les distributeurs. Nous, notre place chez Datagram, c'est vraiment d'être la plateforme qui va être neutre, qui va vraiment venir mesurer de la façon la plus objective possible la performance, parce que c'est un vrai sujet. Enfin, il y a une vraie problématique aujourd'hui de standardisation en fait. Parce que le retail média, il s'est développé très rapidement. Il y avait pas de guideline. Chaque acteur avait sa vision et du coup a développé sa solution vis-à-vis de ça. Mais aujourd'hui, on voit que en fait, on n'arrive pas à consolider, on n'arrive pas à normaliser, on n'arrive pas à comparer deux ROS de deux providers différents dans le marché aujourd'hui. ROS, on rappelle un Return on Ad Spend. Donc qui est l'un des KPI les plus suivis par les annonceurs. Donc un KPI orienté performance sur les ventes, bien sûr. Et c'est quoi les bons chiffres? Parce qu'on entend parfois des chiffres de ROS qui sont très élevés, même étonnamment bons. Est-ce qu'il faut être prudent? Alors ça rejoint le débat de la mesure objective du ROI et du KPI par des tiers de confiance, parce que aujourd'hui c'est ce qui manque en fait dans l'écosystème. On n'a pas de tiers de confiance. Souvent les acteurs sont jugés partis et donc. Du coup ils ciblent des gens qui achetaient déjà un produit, donc ils ont des chiffres très élevés, c'est ça? Thibaut, allez, on dit tout. Non, mais on se dit tout. Au-delà de 3, il faut se dire qu'il y a un problème. C'est pas magique, la pub digitale. Il suffit pas de mettre 1 euro là et d'en avoir 3 après. Donc un ROS au-delà de 3, c'est... c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut creuser quand même. On le comprend tous en tant que consommateur, qui a un truc qui multiplie tout par 3. Donc ça peut se produire, mais il y a une question à creuser en général. Ali ? Non, moi je compléterais en disant que la performance, en fait, les KPI c'est bien, ROS c'est un super KPI, c'est top. Par contre, il faut pas perdre de vue en fait le reste de son business et pour vraiment appréhender la performance dans le bon sens, il faut vraiment avoir une vue holistique de tout ce qu'on fait, pas perdre de vue que la visibilité de nos produits, il y a aussi une partie d'organique, donc la visibilité organique de nos produits qui va avoir un impact sur les ventes aussi. Oui, tout simplement, comme un référencement organique sur un moteur de recherche, il faut un bon référencement sur une marketplace. C'est de la visibilité payante, mais derrière il y a de la visibilité organique aussi qui contribue. Donc c'est bien d'avoir une vue globale de tout ce qu'on fait et c'est important aussi de raisonner en fonction aussi des autres leviers, parce que la promo, c'est un autre levier qui est fortement utilisé par les annonceurs et on sait que la promo et le média,
bah, ça crée des effets soit d'uplift supplémentaires versus les deux leviers isolés, ou soit de performance négative. Donc c'est toutes ces considérations-là qu'il faut avoir en tête et pas juste raisonner ma campagne, mon ROAS, qui peut être relatif. Maxence, chez Retency, vous avez des mathématiciens, des statisticiens, donc j'imagine que c'est des sujets sur lesquels vous travaillez tous les jours. Exactement, et en fait on est très challengé pour justement identifier de la mesure de performance sur des micro-segments. Et donc on travaille beaucoup pour justement essayer d'apporter des insights, tout l'objectif étant, une fois qu'on a mesuré l'efficacité d'une campagne, de pouvoir aider à optimiser sur une seconde, sur une troisième, avoir vraiment une courbe d'expérience. Et c'est là où effectivement tous ces chiffres ont leur intérêt, parce qu'effectivement faire de la mesure pour faire de la mesure, c'est bien, mais à la fin de la journée, ce qu'on veut, c'est vraiment que ces chiffres soient utilisés, exploités le mieux possible. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec des acteurs spécialisés ou des agences qui, elles, vont mettre leur surcouche d'intelligence pour pouvoir faire de l'activation média sur la base les de ces KPI résultats. principaux, c'est quoi du coup? C'est les Nous, ce qu'on va ROAS, constater, ça va être l'impact sur les ventes? Ouais, ça va être tout ce qui va être l'impact sur le CRM ou voilà généré par une campagne quelle qu'elle soit. Ça peut Sur être le en termes CRM, pas sur les ventes. donc ça peut être Ah oui. CRM. Bah, en fait, je parle de CRM parce que je pense par exemple à des concessionnaires automobiles. Par exemple, les concessionnaires automobiles, ils vont récupérer par exemple tout un tas de formulaires ou de leads sur une période où il y a des JPO. Et c'est cette donnée CRM que l'on va pouvoir comparer avec d'autres sources de données d'exposition média, par exemple. Ouais, je dirais un test, un témoin, parfaitement comparable, comme on faisait dans un cours de biologie avec nos tubes à essai en 5e, pareil, et vérifier qu'avant le début de la campagne, ils sont pareils, nos 2 tubes à essai, et puis on compare ce qui se passe. Voilà. C'est de l'A/B testing? On fait de l'A/B testing, on prie très fort parce qu'on n'est jamais sûr, mais c'est ça qui nous passionne dans nos métiers. On se plante régulièrement, mais le juge de paix, c'est ça à la fin. Et donc, je crois que c'est pour ça que je me méfie beaucoup des concepts, parce qu'on ne sait jamais comment est-ce qu'ils sont mesurés exactement. Ça, on peut tous le comprendre, et c'est in fine ce que cherchent les annonceurs, et ils ont très bien compris. En tout cas, il y a un vrai sujet sur la normalisation aujourd'hui de la mesure. Donc évidemment, essayer d'avoir recours à des tiers de confiance, mais on le rappelle, c'était pas forcément la pratique majoritaire dans la publicité digitale jusqu'à présent, avec des GAFA qui sont aussi puissants dans la mesure que dans l'activation. Et puis évidemment, normaliser les méthodologies. La MMA travaille sur ce sujet-là. J'imagine que on peut espérer d'ici 1 an ou 2 des normes communes. Ouais, moi je te rejoins, Jérôme. Il y a un vrai sujet sur la normalisation, et on le voit, c'est une des attentes les plus fortes côté annonceur. En fait, c'est de pouvoir consolider un peu toutes ces données de campagne pour avoir une vue globale de comment on a dépensé son budget et comment on peut l'optimiser. Ce qui est très très difficile en fait quand on a des KPI qui sont non comparables de campagne en campagne. C'est dur de consolider, c'est dur de normaliser, c'est dur d'avoir une vision claire de ce qu'on a fait. Et tu cites la MMA. En fait, on a créé un groupe de travail très récemment à la MMA qui s'appelle e-retail Media et Mesure, dont Datagram est lead cette année. Donc, on va mener un gros travail de fond avec les principaux acteurs du marché. Donc, les AdTech, les régies, les distributeurs, certains annonceurs aussi. Donc, on va mettre tout le monde autour de la table et on va essayer de trouver, justement, mettre en place des guidelines qui vont être, j'espère, partagés comme best practice pour pouvoir justement aider à l'essor et à la structuration du secteur, parce que c'est la next step si on veut que ce secteur pour que le marché continue à décolle. grossir, il faut qu'il se structure. Ouais. Un tiers de confiance et évidemment des normes communes. On va profiter de la présence de Maxime aussi pour parler rapidement du RGPD qui a déjà 3 ans. Et qui, déjà 3 ans. 4 même, 3 2018. Ouais, ça passe très vite. Qui était l'autre fléau avec le Covid de ces dernières années. Et évidemment, ça complique la donne, parce que dans les métiers du marketing digital, on faisait beaucoup de one-to-one, mais aujourd'hui, ça se complique. Et on l'évoquait, on n'a pas forcément les opt-in pour tout le monde, donc c'est compliqué de mesurer. En fait, nous, c'est plutôt une opportunité, parce que on est vraiment privacy by design, et ça fait vraiment partie du développement de Retency que de pouvoir proposer, de pouvoir étendre la portée des données tout en respectant le consommateur final. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille énormément. On travaille main dans la main
avec les équipes de la CNIL sur ce sujet. Et qu'on comprenne bien aujourd'hui, le taux d'opt-in, il est quoi? Aujourd'hui, on voit qu'il y a une diminution importante de la part des opt-in. Et donc, en publicité, c'est moins de 50%, je crois. J'ai pas tous les chiffres, mais ce que je peux dire aujourd'hui en tout cas, c'est qu'il y a une baisse, ça on est tous d'accord sur les taux de consentement. Et donc aujourd'hui, faire des analyses sur des bases opt-in, on va très souvent se retrouver sur des bases qui sont faibles, voire très faibles, et donc qui sont pas forcément très pertinentes pour pouvoir donc, si on compare différentes bases d'opt-in, finalement le dénominateur commun il est très très faible. Et donc vous voulez inverser la logique en anonymisant ces données pour pouvoir comparer l'intégralité des bases. C'est exactement ça. En fait, on va pouvoir proposer aux annonceurs de pouvoir utiliser la totalité de leur base et pas uniquement une petite partie de leur base qui est la donnée opt-in. Très bien. Thibaut, il me semble que vous avez donné des cours sur le marketing one-to-one ou ça devait être Isolis. On parle de quoi aujourd'hui? De marketing few-to-few? On change un petit peu de paradigme? On est trop fort en marketing pour inventer des nouveaux noms tout le temps, donc... Moi, ça me va très bien, le one-to-one ou le CRM, y a pas de souci. Ce qui est vrai, c'est que, comme le disait Maxence, on va vers une approche par cohorte, probablement, et c'est très bien parce que, au fond, on n'a pas besoin forcément d'avoir un one-to-one à l'individu avec une perso à l'individu, pas forcément. Ce qui compte, c'est que par segment, on arrive à être efficace, personnalisé et mesurer qu'il y a vraiment du ROI, quoi. Je suis tout à fait d'accord, juste pour compléter très rapidement avec ce qui vient d'être dit. Et nous, on est plutôt dans une vision d'être en few-to-few parce que ça permet d'être sur des bases plus larges, à la différence du one-to-one, où on va être sous la contrainte du RGPD et des grandes plateformes qu'on connaît tous. Ouais, Dali, un mot aussi sur cette question. À la fois une raréfaction de la donnée et puis la nécessité d'aller chercher du reach le plus largement possible. Moi, ce que je comprends de ce nouveau paradigme en fait du retail média, c'est que on se situe vraiment à quelques minutes de l'acte d'achat, et ce qui fait qu'il y a deux formes de ciblage qui sont vraiment très pertinentes. Il y a le ciblage contextuel. En fait, on est dans des moments d'achat, et donc quand un shopper tape le mot-clé pizza par exemple, il est sur le point d'acheter une pizza, et donc c'est le bon moment de pusher une bannière de pizza indépendamment du profil shopper ou de l'identité, enfin du comportement passé du shopper en fait, puisque on est dans un contexte d'achat. Pareil, on peut faire du cross merchandising. Si on cherche le mot-clé pâte par exemple, on va pusher de la sauce tomate parce que c'est le bon moment de pusher justement de la sauce tomate. Donc il y a ce ciblage contextuel qui est très pertinent en retail média, encore une fois parce qu'on est à quelques minutes de l'acte d'achat. Et puis il y a aussi du coup le ciblage par profil shopper. Donc c'est les cohortes dont on parle. Donc quand on a un acheteur bébé par exemple, on sait que il va recommander des pots de bébé à un moment donné. Donc on va lui pusher ce type d'offre. Et pour moi c'est une forme de ciblage qui est très pertinente pour le retail média. Après on peut toujours onboarder ces données first party en tant qu'annonceur. Mais c'est pas sûr qu'on ait le reach qu'on souhaite avoir. Oui, il y a toujours cet arbitrage entre précision et couverture. Hein. Yes. Et donc, évidemment, on comprend que l'option anonymisation proposée par Retency peut permettre de réconcilier ces deux problématiques a priori opposées. Exactement, c'est tout l'intérêt. Et après, pour rebondir aussi sur ce qui avait été dit précédemment sur tout le sujet de la mesure, qui est un sujet important, de dire aujourd'hui aussi on est très challengé sur tout ce qui va être des nouveaux KPIs ou sur la contribution, l'attribution et ces sujets-là, qui sont des sujets importants, et de rappeler qu'effectivement il y a plein de méthodologies qui existent, et donc c'est bien de travailler avec des acteurs qui peuvent apporter. Thibaut en parlait tout à l'heure, il parlait de last click, il faut dépasser ça, et même dans le retail média évidemment, l'acte d'achat se limite pas chez le retailer, il y a tout ce qui s'est fait en amont. Aujourd'hui est une date, Jérôme, historique, puisque Google vient d'annoncer que le last click ne serait plus la solution proposée par défaut sur un certain nombre de ces interfaces. Ça veut dire que tout le monde progresse, qu'on va vers de l'outcome based, et le retail media est bien sûr, avec toutes les solutions qu'on a vues aujourd'hui, Retail Link, Carrefour Links, tous les autres, très bien positionnés sur cette idée de mesurer par les résultats réels. Et je crois qu'il y a des intérêts communs évidents contre le reste de la pub qui se mesure pas, contre la télévision qui se mesure jamais. C'est pour ça qu'il faut pas non plus être trop dur
avec le retail média qui a que quelques années et qui doit faire ses preuves sous prétexte qu'il a plus de données que les autres et qui est plus proche de l'acte d'achat. Faut pas non plus qu'on lui mette tout le poids de la mesure sur le dos quand ses plus grands concurrents peuvent se targuer de n'avoir aucune donnée, donc impossible de mesurer. Très bien. Dali, oui, cette question de l'attribution du last click, c'est aussi un sujet parce que finalement, l'acte d'achat, il peut être décidé avant d'aller sur le site de retail et donc il va falloir aussi mesurer ça. La contribution peut-être des médias traditionnels ou d'autres médias. Ça, c'est des choses qu'on peut mesurer aujourd'hui ou c'est compliqué? Alors, tous les médias ne sont pas tous aussi matures sur la question de la data et l'accès à cette data. Et il y a aussi une vraie composante technologique en fait qui vient soit résoudre les problèmes de mesure et d'attribution, soit on n'a pas accès à la data, on n'a pas la tech et comme pour la télé par exemple, on peut pas mesurer, on peut pas optimiser. Donc il y a une vraie problématique autour de l'attribution, mais ce n'est pas une problématique qui est insurmontable. Enfin, il y a toutes les pièces du puzzle aujourd'hui. Côté retail media, il y a la technologie, il y a la data, il y a l'automation, il y a les APIs qui sont en train de se monter dans les différents. Donc c'est qu'une question de temps avant que toutes les briques soient assemblées et qu'on dépasse aussi cette problématique données individuelles, données par cohorte, notamment grâce à des API d'anonymisation. Exactement. Il va être temps de conclure cette table ronde. Je vais vous demander aussi à tous les trois un hashtag de conclusion. J'espère que vous avez eu le temps de le préparer. Thibaut, ça serait quoi le mot de conclusion? Data collaboration. Parce que je pense qu'on a beaucoup parlé de collaboration marque-distributeur, mais il peut y avoir des collaborations marque-marque, il peut y avoir marque-publisher, il peut y avoir distributeur, on en a parlé, publisher, il peut même y avoir, incroyable, acteur du retail média, autre acteur du retail média. Et on le souhaite et on invite évidemment tout cet écosystème, notamment français, à collaborer. Merci Thibaut et on rappelle que vous êtes le COO de Numberly.com, mille merci. Dali, un mot de conclusion aussi pour Datagram.ai. Parce que je m'étais trompé. Alors pour Datagram, le mot de la fin, ça va être performance. Parce que c'est le mot-clé en fait, qui va catalyser en fait, le développement de ce secteur. Aujourd'hui, on a une problématique de structuration qui est en train de se présenter à tous les acteurs du marché. Si on veut continuer à capter en fait, les investissements des annonceurs qui sont en train de croître, on le sait dans le retail média, mais c'est pas une croissance qui va durer très longtemps. Si on n'apporte pas demain des réponses en termes de transparence sur la performance, eh bien on va pas continuer à avoir cette croissance qu'on a aujourd'hui. Donc la question de la performance, de la transparence sur la mesure et de la maturité finalement des outils, des méthodologies du secteur. Tout à fait. Donc pour moi ça va être l'enjeu des prochains mois sur le secteur du retail média. Et on invite les marques et les retailers évidemment à se connecter à Datagram.ai et également à collaborer au sein du GT animé par Datagram au sein de la Mobile Marketing Association. Merci. Maxence, un mot de conclusion aussi. Est-ce que ce hashtag sera anonymisation ou non? Ce sera privacy parce que voilà, c'est pas loin, mais parce qu'effectivement, même avec le contexte RGPD, c'est toujours possible de faire plein de belles choses, que ce soit en media planning ou alors en mesure de performance. Oui, c'est clairement évidemment une des notions à prendre en compte aujourd'hui pour gagner en pertinence, gagner en performance. Merci en tous les cas à tous les trois pour ces témoignages. On peut les applaudir. Merci.